Alain Damasio, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à Mediapart. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir ici parce que vos livres et vos textes nous accompagnent. Et donc, nous avons plein de questions à vous poser pendant 1 heure sur votre œuvre, la littérature, la Révolution, les ZAD, le féminisme. Donc, tout ça va être organisé en petites cases thématiques. Et bien sûr, le plaisir de vous poser ces questions avec Christophe Gueugnot, qui est journaliste à Mediapart et qui s'occupe d'écologie et de climat notamment, et qui a beaucoup suivi le mouvement des Gilets jaunes, dont nous allons discuter ensemble. Mais j'avais envie de commencer avec une question un peu plus générale autour de votre livre, Les Furtifs, donc qui sort demain. Qui était un livre qui était très attendu parce que le premier depuis de longues années. Et on va revenir aussi sur vos précédents livres pendant cette heure d'entretien. Mais peut-être pour commencer avec Les Furtifs, qui est un roman, bien sûr, mais qui est aussi une réflexion politique, une réflexion critique contre la société de surveillance. Et pour démarrer, j'avais envie de vous demander, vous avez passé des années à écrire et à travailler ce livre. Qu'est-ce qui vous a porté le plus de travailler la forme littéraire qui est la vôtre, qui est particulière, dont on va discuter, ou la volonté de partager des idées politiques? Ouais, c'est une belle question. C'est vraiment les deux, là, pour le coup. Moi, j'ai commencé à écrire à 22 ans, vraiment pour des motifs politiques, c'est-à-dire pour une révolte qui était montée en moi à la suite de l'école de commerce que j'avais fait et qui était une grande école du capitalisme. Et c'est vraiment pour porter des valeurs, du sens et une vision politique que j'avais fait mon premier livre. Et c'est resté la dynamique de mon écriture, quoi. C'est-à-dire que si j'ai pas quelque chose de politique au sens vraiment large et profond pour moi à apporter, je n'aurais pas de livre à faire. Voilà, donc c'est pour ça que j'écris assez rarement, parce qu'il faut que j'accumule du matériau, il faut que ça prenne du sens, que je me dise, voilà, ce livre est absolument indispensable, il peut aider, il peut contribuer à transformer ce monde, il peut l'améliorer. Et à partir de ce moment-là, je commence à travailler. Et sur Les Furtifs, ça a été la même chose, c'est-à-dire que j'étais toujours dans l'idée de travailler sur le régime de contrôle dans lequel on vit. Mais ce régime avait complètement muté avec l'apparition du numérique, et on rentrait dans une société que j'appelle de trace, quoi. C'est-à-dire où la trace devient le vecteur numéro 1 de production de la valeur, où n'importe quel acte sur les réseaux produit des traces, sont repaillés, data minés, corrélés, et évidemment les grandes entreprises s'en servent pour produire cette valeur. Donc c'était déjà au départ par rapport à ça. Et comme je travaille sur des axes comme ça, des couples dystopie-utopie, je voulais que cet aspect dystopique soit contrebalancé et même dépassé par un aspect alternatif, utopie, concrète. Et c'est pour ça que j'ai bâti le concept de furtivité. Mais tu tiens pas un livre uniquement par un concept ou l'envie de le porter, sinon tu fais un essai, quoi. Ou sinon tu milites. Ce qui fait que tu t'isoles et que tu écris, parce que c'est beaucoup de masse d'isolement, c'est beaucoup de solitude, un livre. Et vraiment de la vraie solitude, c'est-à-dire sans personne à côté pour t'aider, contrairement au scénario, contrairement à beaucoup de choses. Et ce qui te fait tenir dans la solitude, c'est l'immense plaisir que tu as avec la langue, quoi. C'est-à-dire que c'est l'immense plaisir physique, sensuel, organique que tu as à écrire, quoi. À la fois par la syntaxe, la cadence, les sonances, c'est une sculpture que tu portes sur la langue. Et c'est ça qui te donne ce plaisir et qui te permet de tenir l'effort politique que tu as envie de... Donc c'est vraiment les deux, ouais, c'est vraiment les deux. Ouais. Mais c'est une bonne question parce qu'effectivement, je pense que certains auteurs sont portés uniquement par la dynamique d'écriture pure, la poésie. Moi, il y a aussi vraiment le champ des valeurs qui est derrière et qui pousse, quoi. Et parfois, c'est l'un ou l'autre qui va le plus t'aider, qui va te donner le plus de motricité selon les moments où tu écris. Ouais. Et alors, ce qu'on peut dire en tout début d'émission, pour les personnes qui nous regardent et qui ne vous ont pas encore lu, c'est que vous êtes un auteur classé comme étant de science-fiction. Alors, on pourrait dire d'anticipation. Vous allez peut-être nous dire si ces étiquettes vous conviennent ou pas. Mais en lisant les Furtifs, moi j'ai repensé à une autrice de science-fiction que j'aime beaucoup, qui est Ursula Le Guin, grande autrice américaine. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous avez lu. Oui, c'est une très grande référence, bien sûr. Et alors, elle a eu une phrase, il y a quelques années, juste avant de mourir, alors qu'elle recevait une récompense, et je voulais vous soumettre sa phrase. Sa phrase, donc traduit mal en français, mais en anglais, c'était vraiment beaucoup mieux. Sa phrase est la suivante. Nous vivons dans le capitalisme
il semble impossible d'échapper à son pouvoir. Ouais. Mais c'était pareil avec la monarchie de droit divin. Il est possible de résister et de changer n'importe quel pouvoir humain. La résistance et le changement commencent souvent dans l'art et très souvent dans notre art, l'art des mots. Et donc, ma question, c'est est-ce que vous adoptez le même point de vue que Ursula Le Guin et est-ce que vous pensez que vraiment les mots peuvent être des sources de résistance et de changement contre le capitalisme? Oui, non, moi je souscris à 100% à ce qu'elle dit là, je pourrais signer la phrase. Évidemment, c'est-à-dire que bon, on est dans un horizon qui est l'horizon du capitalisme, on pense, on dort, on sue, on pisse du capitalisme à longueur de temps et de journée. Pour l'instant, ce système, effectivement, à l'horizon indépassable de notre temps, on s'y cogne. Et en même temps, on voit apparaître... voilà, moi je le dis dans le livre, à la fin, il y a une métaphore que j'aime bien, où je dis, voilà, on nage, on patauge dans cet océan du capital, on est tous baignés, on s'y noie, etc. Et puis, si on plonge suffisamment profond, on va toucher la croûte terrestre, on va voir qu'il y a des failles dedans. Si on tire assez fort avec les mains, on va faire monter le magma, et ce magma va commencer à créer comme ça des îlots, et on va commencer à s'installer sur les îlots et développer autre chose, ces îlots pouvant donner des archipels. Mais quel rôle a la littérature là-dedans? Moi, je crois qu'il y a un rôle fondamental et qui est encore plus important aujourd'hui, c'est qu'on vit dans des existences qui sont en grande partie imaginaires. C'est-à-dire qu'on vit dans des mondes virtuels, on vit à travers des écrans, on vit à travers des séries télé, on vit à travers des jeux vidéo. Quand on regarde le temps passé à consommer de la culture ou à traverser de la culture, c'est un temps très important. Donc du coup, le capitalisme l'a compris, le capitalisme travaille sur les imaginaires, il les malaxe, il les prépare, il pré-scénarise des futurs. Il y a un gros travail sur les GAFA pour pré-scénariser un futur enviable, en tout cas enviable à leur sens, et qui nous est préparé comme ça, et qui projette l'imaginaire vers un type de comportement. Donc ça, Yves Citon en parle super bien quand il dit, voilà, c'est un travail de pré-scénarisation des comportements. Et ça, et il dit, c'est même ça qui va parfois orienter des votes, faire prendre des décisions ou générer des combats extrêmement importants. C'est cette pré-scénariser des comportements qui vient de la littérature ou qui vient du travail publicitaire ou qui vient du cinéma. Donc nous, quand on s'installe, comme moi je me suis installé dans un champ qui est celui de la science-fiction, à comprendre vraiment science fiction, c'est-à-dire fiction à partir de la science, mais comprendre aussi que c'est de la science humaine ici dont on parle. C'est-à-dire que la fiction de science dure, la hard science fiction, pour moi, alors c'est mon point de vue, mais je trouve elle est dépassée. En tout cas, elle est ringarde au sens où le plus important aujourd'hui, c'est d'essayer à partir de la philosophie, de l'anthropologie, de la socio, de la psychologie, de montrer comment la technologie vient impacter la façon dont l'homme se réinvente, Donc, comment notre rapport au monde, aux autres, à soi-même est complètement chamboulé par la technologie. Et la science-fiction vient parler de ça. Donc, ce qu'il faut montrer, c'est l'impact de cette technologie sur nos rapports humains, sociaux, politiques. Et en ce sens-là, la science-fiction est vraiment complètement, à mon avis, centrale. Voilà. Et nous, on a un rôle pour porter des imaginaires neufs, différents. Et les mots ont cette faculté d'une très grande fluidité. Et on peut créer à travers nos romans, qui fonctionnent, il faut le dire, parce que c'est quand même super important. On fonctionne d'abord par une identification à des personnages principaux, à des héros, à des héroïnes. Et c'est par cette empathie qu'on ressent vis-à-vis de nos personnages qu'on peut mettre en récit tout un ensemble de choses et empuissanter un imaginaire positif, un imaginaire de désir, des révolutions désirables, des insurrections désirables, qui manquent furieusement aujourd'hui. Voilà. Quand tu es dans le monde militant, tu te rends compte qu'un des gros problèmes, c'est le manque d'inventivité dans les formes de lutte, c'est la répétition et la routine des formes de lutte qui aboutit à des militances tristes. Et toi, si tu es auteur de SF, si tu es écrivain, je trouve que oui, tu as une responsabilité centrale pour essayer de proposer des alternatives, des voies, des ouvertures. Voilà, moi, tu vois, on m'a demandé, par exemple, de faire on en parlera tout à l'heure, mais de faire un texte sur les Gilets jaunes. Et mon texte s'appelle 3 nuances de jaune. Et il est là uniquement pour porter ces types d'alternatives, prolonger le mouvement, se dire, ah tiens, d'un point de vue imaginaire, vers où on pourrait aller. Mais c'est pas un imaginaire où on délire, on se fait plaisir, on est dans une poésie éthérée, etc. C'est pour moi l'imaginaire concret, faisable, crédible, sur lequel on peut... Moi, j'adore cette phrase de Deleuze qui dit, voilà, on doit rentrer dans un livre comme dans une armurerie. C'est-à-dire qu'on met à disposition tout un ensemble d'armes et les gens les empoignent, s'en servent, ils prennent les armes qui leur conviennent le mieux. Des fois, c'est des armes totalement pacifiques. Des fois, c'est des armes violentes, mais on doit mettre, l'imaginaire doit mettre à disposition ce type d'armes. Voilà. Donc oui, moi, je me sens en tout cas complètement partie prenante de ces enjeux et de cette responsabilité à mon tout petit niveau, mais il faut qu'on y aille, vraiment. Christophe Gueniot. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de couple dystopie-utopie, c'est ça? Et en fait, c'est un peu ça, parce qu'il est présenté souvent comme
le dernier, là, Les Furtifs, comme une dystopie, mais en fait, c'est aussi des utopies en marche. Bien sûr. Comment est-ce que vous le qualifiez, vous? C'est quoi pour vous, ce livre? C'est plutôt l'un, plutôt l'autre, les deux qui se répondent? Moi, je trouve qu'il y a une articulation, parce que tu ne peux pas réussir à créer une... Il y a toujours l'enjeu quand tu écris ou quand tu fais une série télé ou un film, tu as l'enjeu du moteur dramatique. Et le moteur dramatique, c'est quelque chose de très simple, c'est-à-dire c'est des héros, voilà, qui visent un objectif particulier, et les obstacles viennent se mettre entre eux et l'objectif, quoi. Et le moteur dramatique fonctionne à partir de la façon dont on dépasse, voilà, ces obstacles et dont on affronte ces conflits. Donc forcément, la dimension dystopique permet de générer ces types d'obstacles, et la dimension de projet, de projection, de ligne de fuite, de ligne de perspective, elle est assurée par l'utopie concrète qu'on veut atteindre. Donc les deux fonctionnent comme un couple, et si ce couple est bien agencé, tu as des livres, à mon sens, qui sont puissants d'un point de vue narratif, parce que effectivement, tu as des conflits, tu les résous, tu les dépasses, etc. Donc celui-là est particulier, enfin, pour moi, il est le retournement un peu du premier, de La Zone du dehors que j'avais fait, où la dominante dystopique était bien plus importante. On était un peu écrasé par cette dominante-là. Et la valence un peu utopique était relativement modeste, arrivée à la fin du livre. C'était plus un livre contre, quoi. Et celui-là, c'est l'inverse. Celui-là, pour moi, est beaucoup plus optimiste. Il y a un fond dystopique qui est relativement classique sur l'ultralibéralisme, sur la privatisation des villes, sur l'utilisation de technologies, effectivement, de surveillance douce, très, très subtile, très, très, très quotidienne, très insidieuse. Mais c'est en arrière-plan dans le livre. Et ce qui compte, c'est la figure portée par la furtivité et par ces êtres que sont les furtifs, qui incarnent pour moi la plus haute forme du vivant. Et c'est ce vers quoi je tends moi, c'est-à-dire aboutir à une forme de renouement, d'entrelac avec le vivant, et à des hybridations de l'être humain avec des formes vivantes plus élevées que celles qu'on affronte, quoi. Voilà, c'est-à-dire que pendant longtemps, et ça il faut le dire, la SF a été un genre, et ça reste encore beaucoup le cas, centralisé autour du cyberpunk, en tout cas sur les 20 ou 30 dernières années. Et le cyberpunk part de la fascination que le couplage entre l'homme et la machine, l'homme et la technologie, va nous empuissanter, va nous émanciper, va produire un type d'humanité intéressant et riche. Je crois que cet imaginaire est en train de s'épuiser, parce qu'on voit que c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on maximise l'aliénation au lieu d'émanciper. Et que je crois que le nouvel imaginaire qui est en train de monter, dont mon livre fait partie prenante, je pense, c'est un imaginaire de recouplage avec le vivant, en tout cas d'hybridation avec des formes plus intenses du vivant, plutôt qu'avec la machine et le silicium. Donc là, je pense qu'il y a une mutation, mais on le sent dans les imaginaires, je pense que c'est en train de... Vous voyez où, par exemple? Ouais, je vois dans Les Auteurs de la Volte, par exemple, et il y a tout un groupe, nous, d'auteurs science-fiction qui s'appelle Zanzibar, qu'on a créé, c'est une dizaine d'auteurs et d'autrices, quoi. Dans lequel il y a des gens vraiment que je trouve fabuleux. Hein. Bon, il y a Catherine Dufour, il y a Luvan, il y a Sabrina Calvo, il y a Léo Henry, il y a Norbert Benjanian, enfin il y en a plein, il y a Laurent Klotzer, j'en oublie certainement, Jacques Barbery, tout ça. Et tous ces auteurs-là travaillent sur la science-fiction de sciences humaines, et tous sont orientés sur des enjeux quand même écologiques, des enjeux sur renouement avec le vivant, sont sur ces champs-là. Voilà. Donc c'est quand même un signe, voilà, sans s'inter-influencer. Oui, on s'inter-influence parce que c'est un réseau affinitaire un peu, mais malgré tout, chacun dans son coin, dans sa création, avec son talent, je trouve, tend vers ce champ-là, quoi. Et tous les aspects purement cyberpunk commencent à devenir ringards. Le Planète Opéra s'est ringardisé à vitesse grand V. Tous les enjeux de robotique, de vaisseaux spatiaux, moi je trouve que c'est, voilà, c'est plus l'enjeu maintenant, quoi. Mais alors, la dystopie est surtout dans cette technologie de surveillance dans le livre, mais ouais. Les héros et ceux qui les entourent, enfin on va dire les gentils entre guillemets, quoi, ne sont pas dans le rejet total de la technologie non plus. Enfin, il y en a qui l'utilisent, des hackers et tout. Ouais, bien sûr. C'est quoi, vous, votre rapport à la technologie? Moi, j'ai vraiment un rapport technocritique, c'est-à-dire au sens fort, c'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir une technovigilance très grande. On est dans un régime de technophilie un peu débridé, qui est en fait poussé au maximum par cet écocapitalisme pour qui c'est le premier marchandise à vendre. Donc, par rapport à ça, moi je dis toujours, voilà, il faut avoir des critères en tête, quoi. C'est-à-dire, dans le rapport à la technologie, si tu n'as pas de critères, tu te contentes de dire la technologie est neutre et tout dépend comment on l'utilise, ce qui est une absurdité complète intellectuellement parlant. Donc, il faut trouver des critères. Moi, le premier critère que j'essaye de donner, c'est de dire la technologie, elle nous apporte du pouvoir, elle nous est vendue comme un supplément de pouvoir. La technologie permet de faire faire à la machine, aux applis, aux logiciels, quelque chose. Voilà. Il externalise des capacités humaines, alors souvent cognitives, et on les délègue à la machine et on considère que c'est super que la machine les prenne en charge. Sauf qu'à un moment donné, cette délégation de pouvoir se trahit ou se traduit par une déperdition de puissance. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle la puissance, c'est ce qu'on est capable, nous, de faire directement. Voilà.
c'est la capacité de création, d'imagination, de mémorisation, c'est tout l'ensemble des capacités cognitives qu'un être humain est capable de porter tout seul. Et tu te rends compte que certaines inventions technologiques ou certains apports technologiques, ok, te donnent du pouvoir, mais appauvrissent progressivement et souvent subtilement ta puissance. Tu vois, alors je donne souvent l'exemple du GPS qui accroît effectivement ton pouvoir d'orientation, mais qui te fait perdre cette puissance de mémoriser la ville, de t'orienter dedans, d'avoir des repères spatiaux, etc. Mais il y a des milliards d'exemples, de l'appli de planning jusqu'à au calcul mental, en passant par tout simplement la mémorisation qui est en chute libre à cause des moteurs de recherche, quoi. Donc, quand tu prends conscience de ça, déjà, tu te poses la question de façon plus intelligente en disant « Ok, là, vous êtes en train de m'amener une technologie qui va accroître mon pouvoir, mais ok, qu'est-ce qui se passe sur ma puissance ?» Donc ça, c'est un premier critère. Bon, le deuxième critère, c'est l'appropriation. C'est-à-dire une technologie qui ne te permet pas que tu te réappropries, que tu la bricoles, que tu la modifies, que tu la réencodes, etc. Par exemple. La réparer. Ouais. C'est une technologie qu'on appelle hétéronome, c'est ce que disait Ivan Illich, quoi. C'est-à-dire que c'est une technologie qui ne te permet pas d'acquérir une émancipation, d'acquérir une indépendance. Tu vois, si tu as un vélo, l'exemple classique du vélo, tu es là, tu roules, ta chaîne déraille, bon, bah, tu mets les mains dans le cambouis, tu remets ta chaîne, et tu as une espèce d'autonomie de réparation par rapport à ça. Pareil pour les patins de frein. Si tu as une bagnole et que tu mets ta carte électronique, tu appuies sur on et que ça ne démarre pas, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles le réparateur et tu es tanké comme un abruti dans ta voiture. Donc c'est-à-dire que tu n'as aucune autonomie, tu es dépendant réellement de la machine. Donc c'est l'idéologie hacker, c'est l'idéologie des makers, etc. C'est-à-dire que hacker, ça veut dire bricoler. On doit pouvoir hacker, on doit pouvoir bricoler, on doit pouvoir réparer, on doit pouvoir transformer, on doit pouvoir se réapproprier. Donc ça, c'est un critère aussi. Quand tu vois ce qu'a fait Apple, Apple, c'est l'empire absolu de l'hétéronomie technologique, c'est-à-dire qu'on te donne une tablette Apple, tu peux rien faire. Voilà. Tu es obligé de faire ce qu'on t'a dit. Alors c'est fluide, toi on te vend de la commodité, de la facilité, de la fluidité, mais au fond tu es complètement dépendant de la technologie et du rapport au monde que cette technologie a mis en place. Donc ça, je trouve ça très grave et très aliénant, donc se réapproprier. Et puis après, il y a une dimension, moi je trouve, d'ouverture ou de fermeture. C'est-à-dire qu'il y a des technologies qui t'ouvrent le monde et des technologies qui te ferment le monde. Voilà. L'exemple typique, je trouve, par exemple, c'est le jeu vidéo. Tu prends un jeu, voilà, je prends Angry Bird, par exemple. C'est un jeu qui fonctionne sur des boucles comme ça, dopaminiques, où tu es obligé de jouer énormément, et puis en plus le rendement dopaminique, on le sait, sur les neurones est de plus en plus faible, tendanciellement décroissant. Donc tu t'enfermes dans le jeu, tu as besoin de doses de plus en plus importantes pour être de plus en plus frustré, et ça t'ouvre absolument rien, quoi, tu vois. Tu es dans des boucles addictives. Par contre, tu vas jouer à Minecraft, ou tu vas jouer à Journey, enfin, je prends des jeux comme ça, ou même des jeux qu'on avait portés, nous, dans le studio que j'avais monté, comme Life is Strange, etc. C'est des jeux qui t'ouvrent, qui t'ouvrent un imaginaire, qui t'ouvrent une créativité, qui t'apprennent des choses, qui augmentent tes capacités cognitives, voilà. Donc les gens ont toujours une vision un peu, surtout dans le milieu intellectuel, un peu fermée des jeux vidéo, mais le jeu vidéo est un formidable outil de déploiement, d'apprentissage, d'ouverture, si tu choisis les bons jeux. Et là, il y a une éducation à faire auprès des parents, auprès de plein de gens, pour apprendre aux gens à sélectionner les bons jeux, à comprendre quels jeux vont vraiment puissanter leurs enfants, plutôt que les piéger dans une aliénation lamentable, quoi, ouais. Il y a la technologie, il y a aussi les médias un peu qui sont dans votre livre, parce qu'il y a justement les médias, on va dire, propriété d'industriels, enfin en tout cas qui sont là pour porter la parole des industriels, ouais. Et les médias libres qui sont faits par les trucs. Sur les médias, sur le rôle de l'image et plus particulièrement des images de violence, vous dites à un moment, ce monde mort qui est le nôtre, où le moindre événement violent entre guillemets, c'est-à-dire vivant en italique, vient affoler la litanie sécurituelle et de la conformatrice. Alors, il y a un jeu de mots sur conformatrice avec un T entre parenthèses. Voilà. Comment vous vous informez? Eh ben, vous allez être content parce que je m'informe en priorité sur Mediapart. Bah, bravo. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes préparé. Vous serez réinvité. Donc, vous me laisserez le chèque un peu là sur le bureau en sortant. Non, mais très sérieusement, en plus, voilà, je me suis abonné à Mediapart. Pour moi, c'est le médium numéro 1 aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la liste, c'est-à-dire que moi, j'ai mes onglets et puis j'ai toujours, mais je ne sais plus pourquoi. Voilà, j'ai Le Monde, j'ai Le Figaro, j'ai Libé, j'ai l'Obs, j'ai Mediapart, j'ai Lundi Matin, voilà. Et en réalité, celui que je priorise quasiment tout le temps, c'est Mediapart, parce que voilà, il y a un travail de fond, il y a un travail journalistique, c'est bien écrit, ça porte une analyse critique sur ce qui se passe. Et aujourd'hui, on le sait, voilà, 90% de la presse écrite est tenue par 9 milliardaires. Je recommande à tout le monde d'aller sur cette espèce de poster fait par Le Monde diplomatique où on voit qui détient quoi, de lire le livre aussi de Juan Branco là-dessus qui est extrêmement explicite, qui s'appelle Crépuscule. Et là, vous voyez que voilà, l'idée d'une information libre et objective est complètement foulée aux pieds depuis maintenant, je pense, une dizaine d'années. Et qu'un journal comme Le Monde, qui était ma porte d'entrée principale dans l'information il y a encore 5 ans,
est devenue la pravda du macronisme, parce que effectivement, c'est dirigé par Xavier Niel, par des fonds d'investissement, etc., et que la parole qui est véhiculée sur Le Monde, en tout cas sur les articles politiques, est déplorable. Voilà, c'est déplorable, c'est des communiqués de presse du gouvernement, quoi. Donc c'est plus possible. Donc il faut aller chercher l'information ailleurs. Après, je lis Le Monde diplomatique, je lis Lundi Matin, que je trouve être un excellent site. Plus radical, plus niaqueux, mais qui possède d'excellents articles. Voilà. De temps en temps, un coup sur Arrêt sur Image, un coup sur Le Monde Diplo, ouais, je l'ai déjà dit, sur Fakir, voilà, il y a quand même un certain nombre de presses indépendantes, mais malheureusement mal connues, qui sont... Mais le plus complet et couvrant surtout tous les champs, parce qu'il y a des presses qui sont, voilà, sur certains champs intéressantes. Les Mediapart permettent de couvrir le sociologique, le politique, l'écologie, les luttes actuelles, etc. Et ça, c'est quand même précieux. Après, je m'énerve comme tout le monde sur les articles, à certains moments, parce que je trouve que ça va pas assez loin, ou que c'est trop tiède, ou que voilà, le dernier article sur Julian Assange, ça m'a énervé, j'ai trouvé que c'était trop tiède. Justement. Voilà, donc... Vous faites les transitions, c'est parfait. Justement, je voulais parler avec vous de l'arrestation de Julian Assange, justement, qui a fait le tour du monde. Assange, son côté hacker, qui montre la réalité, qui veut cacher les puissants et tout, ça doit un peu vous séduire. Ça pourrait être un personnage de vos romans ? Bien sûr, mais de toute façon, il y a toujours eu un grand champ. Le romantisme du hacker, c'est quand même un magnifique sujet de science-fiction, parce que c'est celui qui, par la technologie, peut retourner la technologie, ou en tout cas peut combattre la technologie, la brouiller, la flouter, la saboter, la retourner. Et un personnage comme Julian Assange, qui est magnifique, d'un point de vue littéraire, ou en tout cas romantique, qui a retourné l'œil comme ça, hein, c'est-à-dire qu'a dit, voilà, à un moment donné... ces pouvoirs qui sont en place, notamment gouvernementaux, nous cachent tout un ensemble d'informations clés et fondamentales sur des exactions assez atroces qui sont produites de par le monde. Si je retourne et je donne, il y a un droit de savoir, quoi. Si je retourne cette opacité en transparence, je permets aux gens de connaître la vérité de ce qui se produit, et donc de lutter contre, et donc de se réapproprier, en tout cas, une certaine forme de liberté. Donc c'est absolument décisif ce qu'il a fait. Il a pris des risques colossaux, comme Snowden, comme Chelsea Manning, comme Aaron Swartz, comme tous ces lanceurs d'alerte qui ont payé franchement de leur existence, en tout cas de leur qualité d'existence et de leur bonheur, ce qu'ils ont fait. Pour moi, c'est vraiment des héros. Voilà. C'est des héros et des héroïnes. Et c'est absolument indispensable de les défendre de façon inconditionnelle aujourd'hui, quoi, tu vois, et de ne pas parler de déchéance ou de ne pas parler de l'état dans lequel est aujourd'hui Julian Assange, après 7 ans d'un enfermement dans 12 mètres carrés, sans lumière naturelle, sans promenade, sans accéder à l'air libre. Donc c'est ce qu'on appelle de la torture blanche, en réalité, quoi. Ce gars a subi 7 ans de torture blanche. Donc à ce moment-là, c'est même pas la peine de parler de déchéance ou quoi que ce soit. Il faut dire, voilà, ce gars est un héros, il faut le défendre. Il a apporté énormément à Mediapart, comme à beaucoup de journaux qui se sont servis des leaks et des Wikileaks pour faire leurs articles. Et il faut le défendre absolument. Voilà, qu'il fasse des tweets à des moments complètement perchés, ben oui, mais je pense que moi, je me serais déjà suicidé à sa place. Donc, saluons l'incroyable courage, l'incroyable résistance de ce type-là, et saluons surtout ce qu'il a fait pour nous, quoi, et pour nos libertés, quoi. Il s'est sacrifié pour nos libertés, quoi. Voilà, donc ça, c'est indiscutable, et c'est ça qu'il faut porter, quoi. Alors, on vous entend, Alain Damasio, vous êtes un écrivain qui lisait beaucoup de médias, qui vous informait énormément, mais vous êtes aussi un écrivain. Et on a commencé l'émission tout à l'heure en vous posant la question, part de littérature, part de politique. Il y a quand même un trait commun à tous vos livres, Les Furtifs, le dernier, mais La Horde du Contrevent et également La Zone du Dehors. Ouais. Les 3 livres, les 3 romans que vous avez publiés, il y a quand même un trait commun, c'est cette trame narrative très particulière, qui passe par le fait que les récits sont racontés par les personnages, et les personnages, les uns à côté des autres. Alors les uns derrière les autres au fil des pages, mais les uns à côté des autres. Et cette forme de narration que vous revendiquez, explosée, vous allez nous dire comment vous la travaillez, mais est-ce que ce n'est pas une part politique forte de vos livres aussi ? Si, et je suis très content que vous le disiez, parce que c'est fondamental. Je pense, si vous êtes censé porter un message politique, ou en tout cas des valeurs politiques dans vos livres, dans un médium qui est le livre, vous pouvez faire du discursif, vous pouvez dire, voilà, vous racontez, vous mettez en place des situations politiques. Mais si le médium même que vous utilisez n'est pas traité d'une façon politique forte, ce que vous faites n'a pas de puissance. Et moi, je m'étais très longtemps interrogé, je ne supportais pas l'idée du narrateur omniscient. Voilà. C'est-à-dire le narrateur à la première personne qui dit « je », ou même à la troisième personne, donc
le fameux il, et qui exprime la réalité d'une seule tête. Je trouve que c'est totalement mensonger. La réalité n'est pas comme ça. Voilà. Là, on en est trois à parler, par exemple, il y a plein de gens autour. Chacun voit cette scène, vit ce moment d'une façon différente, avec son style, avec sa fatigue, avec son regard, avec son édition, avec son intelligence, sa culture, sa colère. Donc, chacun a un biorhythme intérieur, chacun a un style, chacun a une façon d'être au monde. Et cette façon d'être au monde, l'enjeu pour l'écrivain, c'est de la restituer le mieux possible. Et quand vous faites ça, bon là, par exemple, il y a 6 personnages principaux. Bon, il y a un travail énorme à la base, et ça, bon, je ne vais pas vous raconter toutes les cuisines, etc. Mais bon, il y a des fiches personnages qui sont très précises. Mais si, racontez, justement, c'est voilà. intéressant. Comment bon, dans chaque livre, dans chaque livre que j'ai fait, je crée des fiches personnages qui sont extrêmement précises, dans lesquelles il y a effectivement les noms, les surnoms des personnages, toute l'apparence physique, bien sûr, mais aussi les traumas, l'enfance, l'adolescence, le réseau relationnel de la personne. Ici, il y avait tous les rapports furtifs. Il y a évidemment le système de valeurs, il y a les quêtes intérieures, les quêtes intimes. Et à la fin, il y a ce que j'appelle le bloc stylistique, c'est-à-dire comment ça s'incarne concrètement dans l'écriture. Et là, sur les furtifs, j'ai été encore plus loin qu'avant. C'est-à-dire que j'ai défini un registre, bien sûr. Alors, est-ce que le registre est littéraire, très littéraire? Est-ce qu'il est familier? Est-ce qu'il est orgotique? Est-ce que c'est un registre Jones? Voilà, est-ce que c'est un registre technique? Donc, à chacun, je définis comme ça les types de registres. Par exemple, Tony Toufou a un registre à la fois Jones, argot de gamer et argot gitan. Quoi. Voilà, c'est ces 3 blocs-là qui fonctionnent d'un point de vue registre. Et après, je définis une syntaxe dominante sur le personnage. Donc, tu as des syntaxes extrêmement nerveuses, extrêmement hachées, comme celle de Nair, qui est le tracker optique dans le livre, où là, c'est des phrases relativement courtes, saccadées, avec beaucoup de virgules, avec même des slash, où je vais restituer ce rapport au monde extrêmement perturbé, psychopathe, grâce à la syntaxe. Il y a des syntaxes qui vont être beaucoup plus longues, presque proustiennes, comme Sahar, qui est une syntaxe très littéraire, avec des périodes longues, où tu vas sentir le mouvement ondulant de la phrase, et ça va te véhiculer un rapport comme ça, beaucoup plus élégant, beaucoup plus gracieux, au réel. Voilà, donc il y a la syntaxe, ça c'est un élément fondamental, parce que c'est le mouvement de la phrase implique beaucoup de choses. Et puis tu as les sonnances, moi ce que j'appelle les sonnances, c'est-à-dire que c'est la couleur. C'est la couleur que tu vas donner à tes phrases et à tes personnages. Et la sonnance, il n'y a pas de miracle, tu pars des phonèmes. Voilà. C'est les phonèmes qui portent les couleurs. Donc en français, voilà, on sait qu'il y a 18 consonnes et 16 voyelles. Les gens ne savent pas qu'il y a 16 voyelles, mais on est une voyelle, en est une voyelle, e est une voyelle, en dehors évidemment du AIOI. Et chacune de ces voyelles et chacune de ces consonnes porte, pour moi, et en tout cas j'ai refait tout ce travail vraiment comme un artisan de base, porte une espèce de dynamique, de motricité, de vitalité propre. Par exemple, si je vais vous donner un exemple, je prends la série qu'on appelle celle des plosifs sourds en français, c'est la série Poteke, ces 3 sons-là. Poteke. Poteke. Quand vous les prononcez, vous le sentez, ça recule dans la gorge. Poteke, quoi. Et ces trois consonnes-là ont une particularité très grande, c'est que la colonne d'air qui sort de la trachée et qui remonte comme ça est coupée par la glotte. La glotte, vous savez, c'est 2 muscles comme ça qui sont en triangle. Ça coupe la colonne d'air et la colonne d'air s'ouvre d'un coup et la masse d'air bloquée sous la colonne explose. Donc c'est des sons qui sont explosifs, qui portent un impact très fort. Dans le mot impact, il y a les 3 par exemple. Dans le mot percuter aussi, voilà. Donc ces 3 consonnes-là, elles vont vous permettre de véhiculer une espèce de dynamique, de percussion, de frappe, moi que j'appelle viriliste, voilà, pour utiliser le mot. C'est très masculin, c'est très bourrin à des moments, mais ça permet de véhiculer cette explosivité. Voilà. Si je prends par exemple le L, le M, le N, par exemple, ce qu'on appelle les nasales, et les liquides, le L est une liquide, ou le R entre 2 voyelles qui est aussi une liquide, ces 4 lettres-là véhiculent quelque chose de beaucoup plus fluide dans l'écoulement et vont traduire des idées de douceur, des idées de moelleux, de souplesse, etc. Et vont être parfaits pour véhiculer ça. Donc si vous voulez véhiculer un personnage qui porte comme ça cette douceur, alors on peut dire cette féminité, si on attribue la douceur à la féminité, et ben vous allez utiliser ces lettres-là en dominante. Quoi, voilà. Après, il y a les fricatifs qui frottent. Enfin, je pourrais vous faire un cours de 2 heures là-dessus. Et c'est pareil sur les voyelles. Il y a par exemple le I, le U et le E, qui sont les 3 voyelles la plus faible aperture. C'est des clous sonores. Ça fonctionne comme des moments de précision avec une très haute fréquence sur le I qui déchire. Donc quand vous utilisez ça, par exemple sur Nair, j'ai utilisé cette dominante-là de voyelles parce que la nervosité et l'agressivité du personnage conviennent bien. Alors qu'Agüero, qui a ce côté... qui est l'ouvreur de la meute, qui est argentin, qui a un côté guay, qui a un côté très chaleureux, va être sur des A, des O, des ON, qui sont des voyelles beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus colorées, beaucoup plus... voilà. Et donc, pour choisir les mots... Les mots que donc, vous mettez dans les lèvres de ces différents personnages, vous allez à ce niveau-là de précision. Ah bah évidemment, ouais, mais dans l'écrire, c'est ça.
Par rapport au son, en fait. C'est-à-dire que si par exemple, tu vois, je dois dire surprenant ou étonnant, bon, tu peux avoir peut-être une quinzaine de synonymes de surprenant, étonnant, cocasse, tu vois, stupéfiant, etc. Tu vas aller chercher dans l'ensemble des synonymes celui qui est le plus proche en sonance du personnage. Tu vois, par exemple. Et tu vas naturellement, au bout d'un moment, quand tu commences à posséder le personnage, c'est-à-dire au bout de 6-8 mois d'écriture, le personnage il devient organique en toi, c'est-à-dire que naturellement tu vas chercher les sons. Par exemple sur Agüero, j'allais chercher des sons assez sombres en on, en an, et beaucoup de O et de A, parce que je sais que c'est le personnage et donc naturellement ça appelle ces sons. Après, évidemment, tu vas trouver des U, des I et des si tu vas pas. Et ça serait même moche, tu vas pas saturer le perso avec des O et des A, sinon c'est de l'oulipo. Hein. À la fin, je fais un peu ça dans les derniers, vous verrez les passages que je fais là. Je vais vous lire une sonate en A où il y a une dominante de A massive, et je me suis amusé un peu à faire ça. Mais sinon, tu gardes un équilibre, mais tu vas mettre cette dominante de couleur. C'est musical en fait, hein, tu vois, c'est comme si tu disais je vais me faire une dominante de sax ou de piano. Donc ça, c'est fondamental. Et c'est comme ça. Alors pour finir parce que c'est super important, l'enjeu de la polyphonie, moi j'appelle ça de la polyphonie, le fait de passer. Ouais. Donc le réel s'exprime de plusieurs cerveaux, de plusieurs têtes, de plusieurs corps. Ça, c'est fondamental. Il y a plusieurs visions du monde qui doivent être portées, et ça, c'est politique d'emblée, quoi. Et moi j'appelle ça de la polyphrénie, même, quand on dit schizophrénie, phrène, c'est l'esprit. Donc tu es de plusieurs esprits. Et ce qui se passe, c'est super intéressant, c'est que toi, tu es lecteur, et tu passes d'Agüero à Ner, à Saskia, à Sahar, etc. Tu circules entre les personnages. Et chaque fois que tu passes d'un personnage à l'autre, comme tu sautes, et que tu as une rupture, et comme tu sautes dans une autre tête, un autre esprit, un autre style, tu fais un trajet. C'est un peu comme le caniveau, vous savez, dans la BD, où tu passes d'une case à l'autre, et le caniveau, on le dit, l'imaginaire est dans le caniveau. C'est-à-dire l'imaginaire est dans la ligne blanche qui sépare deux cases. Là, c'est pareil, entre deux personnages, toi, tu fais le lien. C'est ton cerveau qui fait le lien, c'est ton intelligence qui fait le lien. Et tu es obligé d'interpréter la réalité de différentes têtes, quoi. Et quand tu fais cet effort-là, tu te rends compte que tu opères le lien, et c'est toi qui relie les personnages. C'est pas moi qui les relie, c'est vous, le lecteur, qui allez les relier. Et là, tu obtiens ce que moi, et vraiment, je considère comme fondamental dans mon travail, c'est que c'est l'histoire d'un groupe. C'est pas l'histoire d'une personne. Et ça, faire l'histoire d'un groupe, faire l'histoire d'un collectif, pour moi, c'est vraiment faire une écriture de gauche. Voilà. Et c'est pour ça que c'est super important pour moi de faire ça. Et le jour où je ferai une narration première personne et machin, bon, c'est bon, je vais jouer le bec et puis on fait la littérature de droite et pourquoi pas, tu vois. Mais moi, c'est pas c'est pas ce que je veux faire. Il y a une petite marge. Ouais, petite marge. Oui, peut-être, ouais, mais bon. Non, mais voilà, c'est extrêmement important. Effectivement, et ça porte dans le médium, tu vois. On pourrait parler du langage aussi, mais dans les furtifs, la métamorphose du hautement vitaliste est portée par Tishka et par les déformations même de la langue, quoi. C'est la langue qui va ouvrir et qui va prouver la métamorphose. C'est pas de dire « Oh, elle se métamorphose, regardez ». Non, si ta langue se métamorphose pas, tu portes rien, quoi. Le médium doit porter ce que tu fais. Le médium, c'est le message, donc c'est lui corporellement qui doit porter ce que tu Alors, faire. Du côté de l'utopie du livre, les occupations, etc., tout se passe justement en musique aussi. Oui, ouais. Enfin, beaucoup, souvent, c'est vrai. Un peu partout. Il y a la musique de la langue. Et avec ce livre, vous sortez un album aussi avec Yann Péchin. Ouais, c'est sûr. Qui s'appelle Entrer dans la couleur. Vous faites vous-même des lectures en musique qui sont parfois assez hallucinantes. Ouais. Et c'est quoi l'importance de la musique pour vous ? Pour moi, c'est moins l'importance de la musique pure que l'importance de la voix, déjà. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours une frustration quand j'écris, c'est que c'est très articulé comme je vous l'ai dit, sur des phonèmes et sur des couleurs de son, et que ces couleurs, on les entend pas forcément quand on... Moi, j'entends tout. Voilà, c'est sûr que j'entends tout quand j'écris, parce que on le demandait à Novarina, j'ai adoré ce moment. Valère Novarina, on lui dit... mais beaucoup d'auteurs disent qu'ils lisent leurs textes pour entendre la musique, etc. Est-ce que vous faites ça ? Et il dit non, moi je fais pas ça. Alors que pour moi, c'est le génie de la littérature française actuelle, vivante, c'est Novarina, Valère Novarina. Pour moi, c'est vraiment un génie. Et ce type-là, et il te dit tranquillement, il fait... ces auteurs doivent être vraiment sourds, parce que moi j'entends tout, quoi. Tu vois. Et je comprends très bien ce qu'il veut dire. Moi, avant, je disais je disais à haute voix mes textes, et je le fais de moins en moins quand j'écris, parce que j'entends, voilà. Mais par contre, quand tu les véhicules vers les gens, quand tu les transmets, quand tu veux les faire porter et résonner, la voix, il n'y a rien de plus beau, quoi, tu vois. La voix, c'est un miracle. Enfin, moi, j'adore la voix. Pourquoi ? Parce qu'on sculpte de l'air. Là, je vous parle, je suis en train de sculpter de l'air, quoi. C'est-à-dire que la colonne d'air sort, et avec mes dents, avec ma bouche, avec mon palais, avec ma glotte, je suis en train de sculpter à la volée tout un ensemble de masses d'air qui vont vibrer vers vous, que vous entendez et qui vous parlent. Mais c'est un pur miracle, c'est extraordinaire, tu vois. C'est-à-dire que je sculpte du mouvement, je sculpte des vortex, et puis vous comprenez tout, vous renvoyez des questions, voilà.
Et ce miracle-là, il a lieu quand tu parles, quand tu vocalises. Et c'est là que tu entends monter tous les phonèmes, tu entends monter la couleur, tu entends monter la syntaxe, la cadence, tu entends tout. Et donc, ça m'amène vers la voix. Et de la voix, naturellement vers la musique, parce que la musique va permettre d'amplifier, de réguler, de porter autrement encore tout ça. Et surtout, la musique analogique, la guitare, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai travaillé l'électro avec Ron, j'aime beaucoup le fait de travailler avec la guitare. Avec Yann, c'est magique. Puis lui, c'est un magicien. C'est 36 ans de carrière, voilà, il improvise constamment. Il y a une créativité instinctive incroyable. C'est-à-dire que lui, il est à un stade où... Des fois, j'ai l'impression ça passe pas du tout par le cerveau. Le sens de ce que j'envoie, je suis pas sûr qu'il soit perçu, mais toutes les intonations, toute la dimension physique de la langue, ça passe. Et il se base là-dessus pour jouer. Et des fois, je me dis, mais il comprend le sens, etc. Je suis même pas sûr. Je suis pas sûr. Bien sûr, il est intelligent, c'est pas le problème, mais il s'en fout. C'est pas par là que ça passe, c'est pas par ce vecteur-là. Et du coup, c'est super intéressant pour moi. Ouais. Il y a des dates de concert. Tu fais un Gaieté Lyrique le 24, puis après à Lyon le 28, le 27. Ouais. On fait une espèce de tournée, en fait. On fait une espèce de tournée bizarre, parce que c'est à moitié la lecture musicalisée, c'est à moitié du spoken word, c'est à moitié de la chanson. C'est un peu une forme bâtarde entre tout ça, mais qui porte en tout cas la physique de la langue. Ouais. Ok. Bon, alors, le temps passe malgré tout. On a plein de sujets encore à aborder avec vous. Vous avez évoqué il y a quelques minutes la notion de virilisme à propos de ces sons que vous utilisez, les attribuer à certains personnages. Alors c'est vrai que c'est une question qu'on avait envie de vous poser, pas par rapport tant au Furtif que à votre livre précédent, La Horde du Contrevent, donc beaucoup de gens ont lu, qui est un livre qui a énormément circulé, qui a beaucoup marqué, qui racontait, enfin en 2 mots, l'évolution d'une horde de personnes dans un monde globalement assez hostile face au vent et à différents types de vents et à des vents qui sont comme des personnages. Et donc, c'est un livre qui décrit énormément des situations de prouesse physique incroyables, de situations musculaires hyper tendues. C'est vraiment un livre sur l'effort physique, de plein de manières. Et si bien que de ce texte sourd une admiration pour la prouesse physique pure, la force brute, cet effort musculaire extrême. Est-ce que ça, c'est pas une forme de virilisme ? Oui, moi je pense qu'il y a du virilisme dans ce livre, mais c'est un registre très classique en heroic fantasy, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est surtout la dimension épique, moi, qui me porte, c'est-à-dire que tu réussis des exploits qui sont, physiques, extraordinaires, qui sont quasiment à la limite de l'humain, quoi. Mais surtout, moi, ce qui me tendait, c'était ce côté nietzschéen de dire on va au bout de ce qu'on peut. Voilà, c'est un groupe qui va au bout de ce qu'il peut, la Horde. Et forcément, comme ils ne luttent qu'avec leur force physique, puisqu'il n'y a pas de technologie dans la Horde et qu'ils refusent même la technologie, forcément, tu arrives à des scènes où, effectivement, la puissance physique est fondamentale. Après, moi, le terme viriliste, ça me paraît toujours bizarre parce que je trouve que c'est pas particulièrement viriliste. Tu vois beaucoup de filles qui font du triathlon, qui font des ultra-trails, qui vont aussi au bout de ce qu'elles peuvent d'un point de vue physique. Donc dire ça relève uniquement du masculin, bon, je suis pas sûr. Voilà. Après, oui, il y a des dimensions masculines dans le livre qui sont claires. Il y a aussi des très beaux personnages féminins. Donc oui, moi ça m'a énervé un peu ce genre de critique qui des fois m'agace un peu parce que je trouve que voilà, il y a un gros biais cognitif dans l'analyse et on oublie de regarder comment les personnages féminins sont portés. Et c'est des personnages, pour moi magnifiques, le personnage de Roshi qui est vraiment l'aéromètre, c'est-à-dire que c'est elle qui a la plus grande sensibilité de lecture du vent, la plus grande intelligence aussi de cette lecture. Donc c'est vraiment le personnage qui porte toute la spiritualité, toute l'intelligence du vent dans le livre. Bon, voilà, c'est une femme, quoi, tu vois, donc... Et puis là, les furtifs, bon, j'en parle même pas, parce que tous les meilleurs persos sont féminins. Exactement. Il y a une vraie différence entre la Horde du Contrevent et les furtifs de ce point de vue-là. Parce que c'est vrai que dans la Horde du Contrevent, ce virilisme, peut-être en tout cas, ce qu'on peut sentir comme ça, c'est aussi lié au fait qu'il y a beaucoup de personnages masculins. Il y a des personnages féminins, mais il y a beaucoup de personnages masculins. Alors que dans les furtifs, c'est très différent. Il y a des personnages féminins qui sont aussi forts, en fait. Aussi fort dans le sens puis même, aussi important pour la narration. C'est plus intéressant aussi, non, mais il y a une évolution. Est-ce que c'est une évolution consciente et volontaire de votre part ? Moi, je dis toujours, voilà, il faut... Moi, j'aime bien les jugements, genrés, etc. Mais à un moment donné, il faut voir d'où les gens partent, quoi. Moi, je pars de loin, voilà, je pars de très loin. Je viens d'une famille très patriarcale. Mon père était vraiment... le pater familias qui dominait très fortement le grand jugeur de la famille. Moi, j'adore mon père, mais voilà, c'était quelqu'un de faut le dire, macho. Et c'est le modèle que j'ai intégré, moi, jeune, tu vois.
Et quand je fais la zone du dehors, bon, bah, je fais un livre, quand tu regardes, il y a un seul personnage féminin qui est magnifique, hein, c'est l'incarnation de la vitalité, qui s'appelle Boule de chat, mais qui est vu à travers le désir du héros. C'est clairement un regard masculin qui est posé sur ces personnages féminins. Et puis le Bosquet, il n'y a que des hommes, hein, tu vois. Donc tu regardes la zone dehors, tu dis, ouais, qu'on critique la zone dehors en disant, ouais, c'est quand même un livre qui est quand même assez masculin. Oui, complètement, tu vois, et c'est très légitime. Après, la Horde, c'est déjà beaucoup plus équilibré, parce que bon, bah, je grandis, je mûris. Et puis les Furtifs, bah voilà, déjà j'ai trouvé une compagne. J'ai eu 2 filles, donc je vis avec 3 filles en permanence. Ma compagne est féministe, hein, et c'était vraiment une forte militante féministe. Elle m'a sensibilisé à énormément de choses. Elle m'a fait comprendre énormément de choses. Elle m'a fait évoluer énormément. Et grâce à elle, bah, il y a des choses que je voyais absolument pas avant. Avant, j'étais plein de tâches aveugles, hein, tu vois. Et je trouve que c'est l'itinéraire qui est intéressant. Moi, j'avais des tas de tâches aveugles. Je comprenais absolument pas que telle chose que je disais était masculiniste ou viriliste ou macho, tu vois. Et elle m'a montré, elle m'a fait comprendre, elle m'a fait évoluer. Comme là, récemment, voilà, une autrice qui s'appelle Sabrina Calvo, qui était avant David Calvo, m'a fait comprendre que j'étais complètement hétérocentré, par exemple, tu vois, et que mon livre était hétérocentré. Je fais quoi qu'est-ce que tu veux dire? Et j'avais même pas pigé, j'avais même pas vu en quoi j'étais hétérocentré, tu vois. Et c'est super intéressant, voilà, ça m'ouvre progressivement la porte. Mais tu sais, c'est un chemin qui est long, hein. C'est un chemin qui est long parce que c'est des ancrages affectifs qu'on met en toi à un âge où tu es très jeune. C'est des modèles de comportementaux dans le rapport homme-femme qu'on met en place et tu n'as pas la capacité d'attention. Tu sais, c'est un mode d'attention au monde qu'il faut réinventer. C'est un mode de perception et d'attention au monde qu'il faut réinventer. Je donne un exemple très con. Maintenant, quand je vais en conférence et que les gens lèvent la main pour des questions, je regarde s'il y a des femmes ou des hommes et la majorité. Et très souvent, t'as que des mecs qui posent des questions. C'est toujours comme ça. Ah non, mais c'est ouf et c'est incroyable, tu vois. L'autre fois, j'ai encore eu 6 ou 7 mecs qui ont posé des questions. Je crois qu'il n'y a même pas une fille qui a posé une question. Et tu fais, non mais là, il y a un problème, tu vois. Il y a un problème d'éthos, il y a un problème d'éducation, il y a un problème d'assomption en public. Et tout ça vient effectivement de tout un ensemble culturel qui produit ça, tu vois. Et ça, je ne me rendais absolument pas compte. C'est une tâche aveugle. Donc voilà, j'essaye de sortir de mes tâches aveugles et de progresser. Et bon, j'espère que mon œuvre, en tout cas, traduit cet arc de conscientisation, quoi. Mais oui, ça part de loin. Ouais. Je trouve très légitime les critiques, en tout cas sur la zone, un peu moins sur la Horde. Mais sur la zone, oui, voilà, je m'améliore, en fait, on va dire, peut-être. Il y a une autre forme d'hybridation qui est très intéressante dans les Furtifs que vous avez évoqué un peu plus tôt, qui est donc cette hybridation qui se produit dans les personnages, entre ces personnages humains et ces personnages furtifs. Donc les Furtifs, c'est pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu le livre, ce ne sont pas des humains, ce sont des mélanges d'esprits végétaux, animaux. C'est des êtres comme de chair et de sang. Comment vous définiriez-vous pour moi, c'est la plus haute forme du vivant, c'est-à-dire que c'est l'intersection des règnes, c'est-à-dire que c'est à la fois végétal, animal, minéral, il y a aussi des parties microbiennes ou bactériennes, des archers, etc. Donc il y a 7 grands règnes, en fait. Moi, je crois qu'il y en a avec 3, mais il y en a 7, et qui fonctionnent ensemble. Donc on peut imaginer que ça a été peut-être une des formes primitives du vivant, mais qui ne s'est pas divisé. C'est-à-dire qu'après, c'est la division vers le végétal, l'animal, qui est restée comme ça compacte, qui a une capacité de métamorphose permanente, et qui sont surtout fondés sur ce fameux frisson, c'est-à-dire sur une mélodie fondamentale, sur un son fondamental qui est en fait une vibration essentielle. Et on peut rapprocher ça à la théorie des cordes, parce que la théorie des cordes, c'est de dire le quark n'est pas l'unité fondamentale de la matière ni l'atome, c'est une petite corde circulaire qui vibre, quoi. Et ça, j'adore cette théorie pour ça, c'est qu'elle met le mouvement et la vibration à l'origine de la matière. C'est-à-dire que la matière elle-même, elle n'est pas inerte, elle est déjà vibratoire. Et donc, les Furtifs se constituent autour de cette puissance du son, quoi. Et ensuite, ce son agrège la matière, le métabolise, le transforme, le met en résonance. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à se métamorphoser et qu'ils ont cette motricité, cette vue. Donc pour moi, c'est vraiment cette incarnation de la plus haute forme du vivant, c'est ça qui m'intéressait, et d'en faire la ligne de fuite ou de perspective de l'humain en disant c'est vers là qu'on doit aller. Et avec un côté alliance avec les non-humains. Oui, en fait, ça me faisait penser au texte de Bruno Latour sur il y a les humains, il y a les non-humains. Et que là, quelque part, c'était déjà un peu présent dans la Horde du Contrevent, avec des personnages qui se transformaient en arbres, les crônes, etc. qui étaient saisis un peu par des esprits. Mais là, c'est poussé beaucoup plus loin. Et est-ce que c'était de votre part la volonté de vouloir donner une voix à des non-humains? C'est dans un mouvement, comme vous décriviez, vers il y a plein de volontés derrière, parce qu'il y a vraiment des enjeux écologiques. Là, je me suis beaucoup inspiré de quelqu'un que j'adore, qui s'appelle Baptiste Morisot, qui est un philosophe du vivant de 35 ans, qui est extraordinaire, et qui m'a beaucoup aidé aussi, parce qu'on a discuté beaucoup, il m'a beaucoup secoué, perturbé.
Et c'est lui qui a enlevé la dimension un peu spiritualiste qu'il y avait encore dans les furtifs. Il me dit, c'était comme les dames de la Renaissance qui admiraient l'oiseau pour son chant, mais il me dit, t'es furtif, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il chie, qu'est-ce qu'il métabolise, tu vois. C'est du vivant. Et il m'a fait revenir la tête collée à la matière en me disant, voilà, ces puissances animales, elles sont en nous aussi. Et c'est ça que je voulais réactiver. Voilà, je voulais réactiver l'alliage incandescent de toutes ces facultés animales qu'on peut avoir et végétales, et de les incarner, et de dire, sur l'être humain, on a un problème majeur, c'est que nous, on sort de 2 ou 3 siècles de modernité, où on a considéré la nature comme une ressource pure, qu'on peut piller, avec un extractivisme obscène, quoi. Et on a les deux grandes valences, et qui sont... le revers et l'avers de la même médaille, qui est soit on sanctuarise la nature, on la protège, etc., soit on en fait une simple ressource à piller, quoi. Mais dans les deux cas, on considère que le vivant est un bloc extérieur à nous et qu'on n'appartient pas au vivant, quoi. Et ce que dit Baptiste Morisot, et que je reprends évidemment dans mon livre, etc., c'est qu'on est un vivant. Le vivant, il vit hors de nous, bien sûr, mais il vit aussi en nous. Et ce qu'il dit, et c'est très très intéressant son approche, parce que c'est une approche évolutionnaire aussi, il dit, voilà, on est un feuilleté comme ça, de capacités, notamment cognitives animales, qu'on a sédimentées en nous, puisqu'on est passé par ces stades animaux, on partage avec les animaux énormément de capacités cognitives, qui sont en eux comme elles sont en nous, et qu'il ne faut pas les rejeter comme quelque chose qui serait inférieur, etc., puisqu'il dit la patience de la panthère dans la prédation, la capacité de discrimination des feuilles d'un chevreuil quand il choisit ce qu'il va manger, les capacités sociales et politiques des singes. Il y a énormément comme ça de capacités qui sont en l'homme aussi, et qui sont des capacités animales, quoi, tu vois, quoi, et qui sont en commun avec les animaux. Et ça, je trouve ça génial, parce que ça redemande une dimension verticale au vivant en nous, qu'il faut évidemment tisser aussi avec la dimension horizontale, où nous, êtres humains, on va se corréler avec différents types d'animaux, de plantes, d'oiseaux, tu vois, et le truc assez classique de l'étoffe, où on doit retisser avec le vivant, etc. Mais moi, j'avais toujours cette topologie horizontale du tissage, et lui, il redonne aussi une dimension verticale, quoi. Et si tu fais fonctionner les deux ensemble, là, tu retrouves une vitalité, comme il dit, un alliage incandescent des facultés qui fait que tu te sens vraiment... que tu te sens vraiment vivant. Et pour moi, c'est l'objectif. Enfin, je vais revenir un peu sur le côté politique du livre. Dans Les Furtifs, en gros, les héros et héroïnes s'extraient, enfin en tout cas cherchent à s'extraire plus ou moins de la société ultra contrôlée et de créer des zones autogouvernées, donc, etc. Mais à aucun moment ils cherchent à renverser vraiment la société. Alors que dans la zone du dehors, à la fin, le siège du gouvernement explosait. Est-ce que vous avez renoncé à la révolution? Ah, c'est marrant que tu interprètes comme ça. Ouais, non, pour moi, c'est pas ça. Mais non, ce que j'essaie de dépasser, c'est l'idée que par une révolution massive et unique, on va tout renverser. Je crois absolument plus à ce mythe-là. Et je pense qu'il faut faire le deuil de ce mythe-là. Parce que ce mythe-là est corrélé à un système qui est le système disciplinaire ou monarchique, donc féodal ou disciplinaire, si on reprend les catégories de Foucault. Or, on est en régime de contrôle, un régime qui essaie quand même de démocratiser, où tout le monde opère et est acteur du contrôle. Et donc, c'est impossible, d'un coup de baguette magique, on peut couper la tête de Macron, on ne changera pas le système comme ça, quoi. Donc, c'est une succession de révolutions plurielles et plurales qui peut aboutir à quelque chose. Donc, à la fin, il y a tout ce truc 1er mars, 2 mars, etc., où je montre de plein de façons différentes comment on va opérer des révolutions, alors individuelles, mais aussi collectives, dans le lien, etc., et que progressivement, comme je l'ai dit, c'est des îlots qui vont sortir, comme la ZAD est un îlot dans l'océan du capital, mais comme d'autres ZAD à Bure, ailleurs, à la Masada et ailleurs dans le monde, le Chiapas, le Royava, etc. Tout d'un coup, ça sort, ça crée des îlots, il se crée quelque chose de différent en termes de modèle économique, en termes d'échanges sociaux, en termes de rapports de genre, en termes de... Et progressivement, ces îlots, s'ils commencent à se consolider, etc., ils vont créer un archipel, comme la Grèce est un archipel, et progressivement peut-être un continent. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire changer ce monde-là. Moi, je n'ai pas du tout renoncé, moi je suis extrêmement optimiste, mais je pense que le combat doit partir du local, de l'endroit où on est puissant. C'est ce que dit Benas Sayag, et je trouve qu'il faut le remercier 1000 fois d'avoir dit ça. Partez de là où vous avez les pieds, de la situation où vous êtes, et là où vous êtes puissant. Et là où vous êtes puissant, vos capacités, vos facultés, l'endroit où vous êtes, votre situation, c'est là que vous pouvez commencer à changer le monde. Si vous commencez à être dans l'universel abstrait, de on va faire la révolution, vous allez voir, vous tombez dans l'impuissance et la militance street, et ça nous handicape énormément. Est-ce que vous retrouvez un peu ça dans les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes et les ronds-points et tout ça? Ah ouais, bien sûr. Les Gilets jaunes, c'est génial, parce que d'abord, il y a la dimension locale, tu vois. Les Gilets jaunes, ils ont inventé... Enfin, je trouve qu'il y avait plein d'inventions, en fait, dans les Gilets jaunes, sans le vouloir, peut-être, au départ, mais le fait de se situer sur les ronds-points et d'avoir le côté rond-point en semaine, tu vois, au début, c'était ça, maintenant, c'est un peu moins ça, mais tu avais le rond-point en semaine et tu avais la manif le week-end, tu vois. L'articulation des deux temporalités, quoi. La temporalité du rond-point où tu te réunis,
où tu crées des cabanes, où des amitiés se créent, où tu partages la même expérience, tu comprends que tu subis les mêmes choses, et se crée un tissage. Et puis, tu as la lutte globale, plus forte, un peu plus massive le week-end, tu vois. Rien que ça, c'est vachement intéressant. Mais ils partent d'où ils sont, tu vois. Et ça a été un mouvement extrêmement, pas du tout centralisé à Paris. Alors, on essaie toujours maintenant de redire Paris, machin, mais en fait, dans énormément de villes, ça a eu lieu, quoi. Donc, le côté local, il était là, il est là, quoi, tu vois. Ça, c'est super intéressant, super important. Vous faites partie des parrains du fonds de dotation de la ZAD, exact, de Notre-Dame-des-Landes, que vous avez évoqué tout à l'heure. Pourquoi est-ce que vous continuez à défendre ce territoire aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'y joue pour vous? Il s'y joue un laboratoire d'expérience absolument indispensable, quoi. C'est-à-dire qu'on a extrêmement peu de lieux, vraiment, d'espace, de territoire d'expérimentation, et surtout d'expérimentation hors capitalisme, ou en tout cas sur les bords ou les marges du capitalisme, quoi. Donc, les rares espaces qu'on a, il faut absolument les défendre et absolument leur permettre de se déployer, quoi. Voilà. Là, on a des images dont vous parlez, pardon. Ouais. On voit des images photographiées pendant la fête de la Victoire en février l'année dernière, après l'annonce de l'abandon de l'aéroport. Et on voit certaines des activités artisanales qui continuent à se tenir sur la ZAD. Je vous laisse la parole. Oui. Non, mais par exemple, si tu prends l'expérience, tout simplement, moi j'aime beaucoup ce qui s'est passé sur la forêt, c'est-à-dire l'idée de... si on veut faire une cabane, si on veut faire une charpente, si on veut faire une table, si on veut faire des chaises, on va partir de la ressource qui est sur place, c'est-à-dire des arbres qui sont sur place, à partir de coupes raisonnées et intelligentes, qui respectent la forêt, qui la détruisent pas, qui la pillent pas. Et on retrouve cette continuité entre le vivant et la table sur laquelle on va écrire, par exemple, ou même si on savait faire du papier sans produits chimiques, même au papier sur lequel on va écrire. Donc toute une filière comme ça liée à l'agroforesterie. Et je trouve que ça fait sens, voilà, de repartir dans ce sens-là. Pareil, l'élevage, etc., plein de choses, les forges, les marchés à prix libre. Enfin, il y a énormément d'expériences qui sont... moi, j'étais frappé quand tu vas et que tu vois le tas de pommes de terre comme ça, et puis il n'y a personne, tu vois, et tu prends autant de pommes de terre que tu veux, et tu mets ce que tu veux dans la caisse, c'est tout bête, mais ça change absolument tout dans le rapport de confiance humain, social. Pareil, le prix libre, ça dynamite tout, le prix libre, parce que ça rééquilibre complètement les niveaux de richesse, parce que celui qui est plus riche va mettre un peu plus pour payer sa bière, et celui qui n'a rien, il paye sa bière zéro, il est gratuitement. Et de fait, ça rééquilibre les choses, au lieu d'avoir un prix imposé que pas tout le monde peut payer. Enfin, voilà, il y a plein de dispositifs, il y a plein d'expériences, il y a plein de tentatives, et surtout, c'est un lieu de brassage colossal, la ZAD, ça on le dit pas assez, mais il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes venant de tous les pays du monde qui passent à la ZAD, qui font des formations, qui font des ateliers, qui viennent apporter leurs propres expériences. Il y a énormément de partage, c'est une plateforme, c'est un porte-avions pour les luttes, quoi. Et donc ça essaime partout. Et donc c'est important que ce lieu, d'un point de vue territorial, continue à exister, qu'il y ait des terrains qui soient récupérés, et que sur ces terrains, on montre concrètement que les alternatives sont possibles, qu'une autre agriculture est possible, et qu'on arrête juste d'en faire un slogan, un autre monde est possible, etc. Oui, on va vous montrer ce que ce autre monde peut faire, quoi. Voilà, donc c'est super important de garder ces terres, de se battre, d'être rentré malheureusement dans un rapport de négociation, mais tu es obligé à certains moments. Ça fait partie de la lutte. Que ça les fasse, que ça les dévitalise, quoi, ce processus. Mais bien sûr, il y a des risques. L'injonction et la normalisation, que ça les fasse, voilà, perdre en puissance. Bien sûr, mais moi, ça me fait rire un peu les gens qui autour. J'appelle ça, je suis désolé, je vais être vulgaire, mais le concours de bits de pureté, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est qui sera le plus pur, mais surtout pur dans le nihilisme, c'est-à-dire en se faisant écraser et puis surtout en proposant rien, quoi. Là, ils se sont battus, on les a beaucoup critiqués, ils ont accepté de rentrer dans la négociation parce que, oui, le CAPAS aussi a négocié, puis le Royava aussi va négocier, et puis à certains moments, il faut lutter, à certains moments, il faut négocier, à certains moments, il faut fuir, à certains moments, il faut frapper, à certains moments, il faut créer. Ça dépend, les modes de lutte ne sont pas uniques, ils sont pluraux, et il faut l'assumer. Et là, vu les blindés, vu les 2500 gendarmes mobiles, vu l'écrasement crypto-fasciste du gouvernement, à un moment donné, si tu négocies pas, ils auraient tout écrasé, et puis c'est tout, quoi. Et on parlerait même plus de la ZAD. Là, ils ont sauvé ce qui pouvait encore l'être, quoi. Et ceux qui ont fait la démonstration, voilà, le concours de bits de pureté, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, quoi, tu vois? Ils sont où? Ils défendent quoi? Ils portent quoi? Enfin, tu vois, je suis désolé, mais à un moment donné, oui, il fallait négocier. Alors après, il y a tous les risques. Ils ont le risque d'être enterrés dans l'administratif, ils ont le risque de se dévitaliser, ils ont le risque de devenir simplement un territoire de projet, comme une sorte de start-up de l'agriculture bio. Enfin, il y a plein de risques. Mais ça fait partie du combat, ces risques, quoi, tu vois. Et puis surtout, il faut survivre, il faut pouvoir continuer. Donc, moi, je défends ce fonds de dotation, même si la ZAD est très critiquée, même si toute la zone, évidemment, issue de Saint-Jean-du-Extrême, est très critiquée. Moi, je continue à les défendre et je continue à dire que, tactiquement, ils ont, je pense, fait le meilleur choix, quoi.
Alors d'ailleurs, vous signez la postface de la recomposition des mondes, qui est un livre qui sort aussi ces jours-ci, un livre illustré sur l'évacuation de la ZAD, dessiné par Alessandro Pignocchi. Ouais. Mais vous, votre livre, voilà, c'est celui-là, c'est Les Furtifs. Le bloc, voilà, le gros bloc, le gros pavé, voilà, à multi-usage possible, qui sort le 18 avril. Et alors, pour terminer cette rencontre, Alain, vous avez eu la gentillesse d'accepter de nous lire un extrait, bien sûr, si vous avez encore l'énergie. Oui, pour lire, ça va. Je vous passe le bouquin. Je vais vous lire un passage de la fin où, effectivement, il y a une conjonction entre le son, et l'émeute. C'est une émeute par le son et par la furtivation. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure sur les dominantes de phonème, vous allez l'entendre. Là, c'est ce que j'appelle une sonate en A ou une symphonie en A majeur. Alors vous vous étonnez pas, il y a plein de mots qui sont retournés, transformés, il y a plein de ce qu'on appelle métathèses, et là c'est des interversions de consonnes, parce que déjà la furtivation vient frapper le langage et vient le tordre, donc c'est pas des fourchages de langue, mais c'est bien un travail spécifique. Donc on se retrouve à Marseille et on est en plein cœur de l'émeute. Sur le quai du port, le dernier barrage des milices nous coupe encore du Fort Saint-Jean et du Mucem, juste derrière. Je ne sais où je suis exactement dans l'émeute, qui jette, où vous sommes. L'orchestre de Saskia a repris sa place aux avant-postes du cortège de quête, avec ses bombardes et ses tromblons, sa fanfare d'olifants, de corps et de trompes, tout un zabar de darbouka, de timbales, de bantours, de fûts, qui pétarade derrière, boosté encore, si c'était possible, par la mitraille des caisses claires de la batucada. Dans la nuée de furtifs qui nous accompagnent, bruissant parmi les bateaux, souvent nous précèdent, parfois nous cuivent, je n'entends maintenant que l'éclat réfracté des A dans l'architecture des corps et des os, dans le bois des pattes et des ailes, sur les peaux écaillées et la chitine des paracas. La vibrance en est assimilée et relancée aussi sec, plus animale, bien plus mate, répercutée vers l'avant et projetée par vagues et ressacs sur le barrage des derniers quarts de Ganderme. Là-bas se détachent déjà les pare-pierres des gourfonds, les boulons roulent, l'asphalte même commence à se fendre sous les roues, comme la glace d'un sérac. L'orchestre clavance encore, rageur, les A giclent des tam-tams et des cymbales, la fanfare rattaque au sax et fait bramer les cuivres comme on forge une épée de braise écarlate. Le chambard sonne si trubal, le tohu-bohu si barbare au tympan, que les lanceurs de balles des limis de smalt appelaient en renfort, cranards au hasard, ça et là, dans la panique, chanchouter quiconque. Les cars sont laissés en trévard, tels quels. Les gendarmes détalent et s'éparpillent comme une loftée de petites cailles. La clameur monte alors, une clameur infernale de sabbat, de carnaval des fous, une clameur de bacchanal qui braille à plein pharynx, frappe, claque, éclabousse les dalles et embrase l'esplanade à présent libre devant nous. Les cars sont casse-bulés et batassés, leurs trives fracassées à coups de barre et de latons. Les rares flics qui n'ont pas su fuir finissent à l'eau ou finissent mal. La louffe des insurgés atteint enfin le Fort Saint-Jean. Elle grimpe à l'intérieur du Mucem, se perche sur la tour du Roi René, surplombe le vieux port, toise le pharo en riant. Elle coule en eau à travers les passerelles, les cafés, les jardins. Elle pénètre en masse dans le célèbre cube de Ricciotti, dont le moucharabier de bonté à haute performance résiste pourtant mal au ramdam renflé de l'orchestre qui s'arnache à continuer à faire sonner cette ville. Il me semble que tu sens aller sur le toit du Mucem, en haut du fanal, que nous avait plongé de la passerelle du J4 dans la darse, nagions parmi les méduses en sac plistac à touche-bouche, des dorades de cuir et des bandes de saupe toutes liserées d'alumine. Il vous semble que j'eût été bien plus tôt en bas, mon tiche couple, sur l'esplanade du J4, en bas sous la villa des Méditerranée, quand patatras, le porte-à-faux harassé de Brivance, s'est décellé de l'armature pour s'écraser dans le bassin. Elle semble même qu'en réalité, ils ont pris la promenade broquier autour du fort, nous deux, puis la digue, où des tortues de blocs énormes pumertèrent des rochers. La légende raconte que le vacarme n'a jamais cessé, que l'orchestre de Saskia, reloyé et amplifié par une myriade de furtifs de toutes formes, vitesse et puissance, a canonné d'ondes et de résonances tour à tour la brasserie de l'Embarcadère, le musée Girard de Provence, contourné la cathédrale de la Major avant de longer la rage maritime, coulant un ferry, et d'atteindre le centre commercial des terrasses du Trot, où les limis ont jeté leur dernier feu dans la tabaille pour défendre Marseille.
Eh ben, merci. Voilà. Merci beaucoup Alain Damasio, cette scène d'émeute à Marseille, qui donc se trouve vers la fin de votre nouveau livre, Les Furtifs. Merci beaucoup d'être passé par Mediapart. Merci à vous, Et maintenant, eh bien, suite de notre émission live avec notre séquence Retour sur nos enquêtes.